Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé une audience à l'ambassadeur de l'Union européenne en fin de mission en Côte d'Ivoire, son Excellence Jaap von Kirchmann. Au menu de leurs échanges, le passage en revue des acquis obtenus en 60 ans de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, mais aussi les perspectives. On en parle en ouverture de cette édition. À la une de l'actualité également, ces journées de réflexion portant sur l'assistance judiciaire. Comment faire connaître de tous la notion d'assistance judiciaire? Comment la rendre efficace? Que doit-on comprendre au travers de cette notion? Sur le sujet, à suivre les précisions de nos reporters Davy Soyo et Franck Quadio. Dans l'actualité internationale, les astronautes chinois de la station spatiale Tiangong ont achevé ce vendredi, sans encombre, une sortie dans l'espace longue de 6 heures. Selon l'agence chargée des vols habités, l'opération est un succès total. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonjour. On ouvre ce journal avec l'audience qu'a accordé le chef de l'État Alassane Ouattara à l'ambassadeur de l'Union européenne en fin de mission en Côte d'Ivoire, son Excellence Jaap von Kirchmann. C'était hier au palais présidentiel. Au menu de leurs échanges, le passage en revue des acquis obtenus en 60 ans de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Après 4 années passées en Côte d'Ivoire, Jaap von Kirchmann part vers d'autres cieux, occasion pour lui de signifier à nouveau son attachement à la Côte d'Ivoire, terre de paix et d'hospitalité. Mahama Traoré. Ultime rencontre entre le président Alassane Ouattara et le désormais ex-ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Jaap von Kirchmann. En 4 années de service en Côte d'Ivoire, le diplomate européen aura contribué à l'essor d'une coopération vieille de 60 ans. Cet entretien avec le chef de l'État Alassane Ouattara tient lieu de bilan de fin d'exercice pour Jaap von Kirchmann. On est un partenaire solide et loyal. Et c'est la même chose en ce qui concerne la Côte d'Ivoire pour nous. Donc souvent on dit l'Union européenne, c'est le premier partenaire commercial avec plus que 40% des échanges. Premier partenaire au niveau des investissements, presque 60%. Mais c'est bien plus que ça parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui est basé sur les valeurs universelles comme l'Union européenne. Et donc, notre partenariat se retrouve aussi dans un partage de valeurs qui sont les mêmes. Au dire de Jaap von Kirchmann, la relation entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne a encore de beaux lendemains devant elle. La Côte d'Ivoire c'est inscrit dans une approche où elle défend l'environnement, elle lutte contre la déforestation, elle lutte contre le travail des enfants. Donc, c'est des sujets qui sont importants aussi pour l'Union européenne. Et donc, c'est avec joie qu'on accompagne la Côte d'Ivoire. On fait ça au niveau du plan national de développement avec 4 000 milliards francs CFA et au niveau de Abidjan Legacy Programme avec 500 millions d'euros. Donc, c'est des grandes sommes. Et bien sûr, on a notre programme en cours pour les années à venir. Le diplomate européen se dit à jamais marqué par l'hospitalité trouvée en terre ivoirienne. Je voudrais sincèrement remercier tout le monde, toute la population pour l'accueil qu'on a eu ici en Côte d'Ivoire pendant ces 4 ans, parce que c'était fantastique. Et donc aujourd'hui, c'est les jours où je quitte la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire ne me quittera jamais. Prochaine destination pour Jaap von Kirchmann, le Zimbabwe. À la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, le poste de contrôle juxtaposé de l'Alé-Rabat en construction entre dans sa phase terminale. Il sera bientôt opérationnel. Une équipe d'experts de l'UMOA du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire s'est rendue sur place pour aller s'enquérir de son état d'avancement. Après observation, l'édifice devrait être livré fin septembre. Charles Tato nous en parle. Si sur une superficie de 53 hectares, dont 9 hectares exploités pour les bâtiments et les équipements sanitaires et sécuritaires, le poste de contrôle juxtaposé de l'Alé-Rabat, frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso, en construction depuis octobre 2020, connaît en ce moment des travaux d'achèvement. En visite du chantier, les acteurs impliqués du projet viennent de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Les postes de contrôle sont un ouvrage qui se érige à la frontière de 2 États frontaliers et qui ont vocation à regrouper
Et sur un même site, pour un même contrôle unitaire, les administrations en charge du contrôle frontalier, afin de facilitation, d'harmonisation, de célérité. Bien entendu, d'apporter une valeur ajoutée à la sécurité transfrontalière. C'est avec satisfaction que nous constatons quand même une bonne évolution des travaux, avec une perspective à court terme quand même de son achèvement et la prise en compte de la plupart des recommandations qui avaient été faites déjà lors des visites précédentes. Le poste de contrôle juxtaposé de l'Alé-Rabat s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme économique régional de la Commission UEMOA. Pour le suivi donc des projets de facilitation du transport sur les corridors Abidjan-Ouagadougou, une rencontre d'échange a ponctué cette visite. Avant ce poste, il y avait le poste de l'Alé-Rabat qui fonctionnait avec les services de police. Il y avait la santé, il y avait la douane, il y avait les autres corps. La seule différence, c'est qu'ils ne travaillaient pas de façon juxtaposée et de façon coordonnée. On pourra donc économiser en termes de temps. Et qui parle de temps parle d'argent. Voilà, donc ça va vraiment soulager nos acteurs privés, que sont les conducteurs routiers, que sont les transporteurs routiers, mais pas seulement que les acteurs privés, même les deux peuples, ça va vraiment nous soulager en termes donc de fluidité. Avec ces équipements des dernières générations, d'un coût global de 9 milliards de francs CFA, le poste de contrôle juxtaposé de l'Alé-Rabat concrétisera l'intégration des peuples d'un pays membre de l'espace UEMOA. Une question à présent dans votre journal que vous inspirent les termes suivants. Assistance judiciaire. Pour éclairer l'opinion sur cette notion, la Fondation Friedrich Naumann a récemment organisé une journée de réflexion et voici entre autres quelques interrogations auxquelles devrait répondre cette journée. Comment faire connaître de tous la notion d'assistance judiciaire? Comment la rendre efficace? Que doit-on comprendre au travers de cette notion? Témoins de cette journée de réflexion portant sur l'assistance judiciaire, nos reporters Davy Soyo et Franck Quadio. L'assistance judiciaire, un mécanisme peu connu. C'est pourtant un outil qui permet aux personnes aux ressources financières insuffisantes d'exercer leurs droits en qualité de demandeur ou de défendeur sans paiement de frais. Il réduit également les inégalités sociales ainsi que les conflits qui peuvent en résulter. Pour alors la vulgariser et la rendre efficace, la Fondation Friedrich Naumann initie une journée de réflexion. Les solutions sont regroupées en 3 ans. Le premier, il faut sensibiliser les populations. Ce que c'est que le mécanisme d'assistance judiciaire, comment accéder à ce mécanisme. Le deuxième ordre de recommandation qui touche donc l'accès physique à la justice. Donc il va falloir imaginer des modèles qui permettront de rapprocher davantage donc, le mécanisme d'assistance judiciaire des populations. Le troisième, c'est la mise en œuvre du mécanisme en lui-même. Donc les acteurs qui interviennent, donc notamment ce sont les avocats, les commissaires de justice. Il faut qu'il y ait un mécanisme fluide qui permette donc de payer leurs prestations le plus tôt possible. Après plus d'une demi-journée de réflexion, institutions, avocats, sociétés civiles, ONG et représentants du gouvernement prennent l'engagement de travailler à la redynamisation du mécanisme. En ce qui concerne le ministère de la Justice, tout spécifiquement, beaucoup d'efforts ont été faits pour porter l'assistance judiciaire à la connaissance des populations. Mais aujourd'hui, les discussions ont montré que beaucoup de choses restaient à faire. C'est pourquoi nous avons demandé à tous les participants, surtout aux ONG, d'être le porte-parole de toutes les populations en leur faisant diffuser l'existence de l'assistance judiciaire en Côte d'Ivoire. Le CNDH va toujours continuer dans son activité de sensibilisation en vue de vulgariser le mécanisme de l'assistance judiciaire. Pour cette première édition, Maître Ibrahima Ndiangene, secrétaire général de l'Ordre des avocats du Sénégal, est venu partager l'expérience de son pays. Avant qu'il n'y ait eu des fonds dédiés à l'assistance judiciaire, les avocats étaient commis d'office gratuitement dans les cours d'assises pour assister l'assistance judiciaire. C'est ça l'histoire. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'État a mis des fonds en place, il ne lui a pas été difficile de laisser ces fonds-là avec la gestion du bâtonnier de l'ordre. D'octobre 2020 au 31 juillet 2022, environ 800 personnes ont bénéficié de l'assistance judiciaire et cela est jugé faible par les experts du milieu. Et à suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier jeudi 1er septembre 2022 22 nouveaux cas de Covid-19 sur 1002 échantillons prélevés, soit 2,2% de cas positifs, 16 guéris et 0 décès. À la date du 1er septembre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 86 760 cas confirmés, dont 85 837 personnes guéries, 819 décès et 104 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 610 694. Le 31 août 2022, 12 618 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 18 349 727 doses du 1er mars 2021 au 31 août 2022. Sur notre terrain à présent, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises a un nouveau conseil d'administration. Le docteur Bogifo Joseph a passé le témoin au docteur Kanigui Ouattara qui a placé sa mandature sous le sceau de la continuité. La cérémonie d'investiture du nouveau conseil d'administration a eu lieu. Le récit d'Abou Sanogo. Docteur Joseph Bogifo passe la main à docteur Kanigui Ouattara. La Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises a un nouveau conseil d'administration. Son objectif est d'assurer aux côtés de l'État le développement des PME, de veiller à la défense de leurs intérêts en vue de la promotion et l'amélioration du climat des affaires et d'être un partenaire sûr de l'État. Plusieurs défis seront donc à relever pour cet objectif Côte d'Ivoire Vision 2030, notamment l'accès au financement pour l'ensemble des opérateurs économiques, mais essentiellement pour les PME, qui constituent aujourd'hui 98% du tissu économique, en nombre bien sûr des entreprises ici en Côte d'Ivoire. Le représentant du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME salue le regroupement des PME de plusieurs secteurs d'activité en une fédération. Au moment où la Côte d'Ivoire s'est fixée pour objectif de parvenir au statut de pays à revenu moins de la tranche intermédiaire, grâce à la transformation économique et sociale de notre pays, par l'accélération de la création de richesses et un plus grand renforcement du secteur privé, avec la création, comme je le disais, de 8 millions d'emplois en 2030, je voudrais indiquer qu'elle a plus que besoin de tous les acteurs du développement. Ce secteur constitue un bon vivier d'emplois capable de jouer un rôle non négligeable dans l'employabilité. Donc je voudrais encourager toutes les PME existantes en Côte d'Ivoire à travailler en synergie avec leurs organisations professionnelles, notamment la FIPME qui œuvre activement aux côtés de l'État pour l'émergence d'un secteur privé dynamique, compétitif et innovant. La Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises est née d'une volonté politique et a vu se succéder 4 présidents, dont une femme. Elle est composée d'environ 33 000 PME. Kanigui Ouattara est donc le 5e président du conseil d'administration. On opte également pour la continuité à la tête du syndicat national des transporteurs professionnels de Côte d'Ivoire. La fêtière était il y a quelques jours dans la commune d'Abobo en assemblée générale élective pour élire son président. Soumaïla Fofana a été reconduit à la tête de ce syndicat pour un nouveau mandat de 5 ans. Ahmed Traoré et Jean-Marc Djadji nous en parlent. Pour son bilan, qu'il juge positif, les secrétaires de section décident de reconduire Soumaïla Fofana à la tête du syndicat national des transporteurs professionnels de Côte d'Ivoire, SYNTPCI. À peine réinstallé pour un nouveau mandat de 5 ans, il affiche ses ambitions. Nous allons faire tout pour avoir un rencontre avec le ministre du Transport, présenter quelques doléances que nous avons sur le monde du transport. Par exemple, le panneau commercial, la patente des transporteurs, au niveau aussi des contributions, pour qu'ensemble on discute et après on va avoir le ministre de la Sécurité pour que le monde du transport soit mieux vu et mieux régalé. La direction générale du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire juge opportun le consensus autour du président de ce syndicat. Toute action dans le secteur du transport qui vise donc à rendre ce secteur professionnel attire l'attention du Haut Conseil. Et c'est à ce titre que nous sommes là ce matin, pour constater l'engagement des opérateurs du secteur du transport à travers cette organisation professionnelle dont le premier responsable est le vice-président du conseil d'administration du Haut Conseil. Pour que nous puissions nous mettre ensemble, rassembler nos forces, avoir un élan collectif
pour pouvoir répondre à la vision du président de la République mise en œuvre aujourd'hui par le ministre des Transports, qui consiste donc à professionnaliser le secteur du transport et in fine à mettre tout en œuvre pour que la question du déplacement de nos populations et de nos marchandises tienne compte de tous les facteurs, y compris le facteur humain qui veut aujourd'hui que nous soyons rassemblés et responsables, donc professionnels. Au terme de cette assemblée générale élective, les membres du CNTPCI ont remercié le président Alassane Ouattara. Selon eux, le chef de l'État a contribué à l'amélioration de leurs conditions de travail. Direction à présent la ville de Bouna. Depuis un moment, des inconnus prennent plaisir à incendier des véhicules d'entreprise ou de particuliers. Des instincts de pyromanes qui troublent assurément le sommeil des populations, mieux des propriétaires de véhicules, et qui les obligent à dormir d'un seul œil par crainte de voir leurs véhicules ravagés par les flammes. En quelques jours, ce sont 9 véhicules qui ont été découverts calcinés. Alors question, qui sont les responsables de ces étranges incendies? Le préfet de région lui appelle à la sérénité et rassure que les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre pour mettre la main sur ces individus. Herman Yamia. Un véhicule calciné devant un domicile, un autre garé sous un arbre totalement cramé. Ces actes de vandalisme se passent à Bouna, une ville du nord-est de la Côte d'Ivoire, et ce phénomène commence à inquiéter véritablement tous les habitants. En l'espace de 10 jours, ce sont 9 véhicules qui ont été incendiés par des inconnus. Dans la nuit du 19 août au 20 août, l'incendie de 2 véhicules administratifs, l'un appartenant au service des impôts et le deuxième à l'Institut national de la santé. 2 jours plus tard, c'est-à-dire dans la nuit du 22 au 23, la situation s'est encore aggravée. Nous avons enregistré 5 véhicules, dont 2 véhicules en état de panne qui étaient garés à des endroits différents, et c'est un véhicule dans des garages. Dans la nuit du 26 au 27, le véhicule qui appartenait à une société d'installation de pylônes a travaillé à Teini, est arrivé à Bouna et allait se garer à la Citelcom comme il le faisait d'habitude, et ce véhicule aussi a été incendié. Mais le cas qui nous a tous marqués, c'est celui du véhicule appartenant au directeur de l'hôpital général de Bouna. Un véhicule personnel garé dans sa cour avec une clôture. Les gens ont pu escalader le mur et elle a incendié ce véhicule. Ce monsieur fait partie des victimes. Lui et son voisin ont eu leur véhicule incendié par ces malfrats. J'ai été réveillé par mon voisin et c'était pendant qu'il pleuvait fortement. Voilà, nous avons entendu une détonation, une forte détonation. Bon, on a confondu ces détonations-là au grondement du tonnerre. Après, il y a eu une seconde détonation. C'est après la seconde détonation que le voisin a toqué à mon portail. Lorsque je suis sorti, il m'a fait savoir que mon véhicule était en feu. Et donc je suis sorti et j'ai constaté que le véhicule était totalement calciné. Qui sont les auteurs et que veulent-ils? Pour le moment, aucune réponse. Mais il faut cependant retenir que leurs actes sèment la psychose au sein de la population. Cette peur, il faut le dire, elle existe quand même. Elle existe. Il y a cette peur-là qui est là, que le calme revienne. Parce que le Boukani nous tient à cœur. Il faut que la quiétude revienne. Pour les fonctionnaires que nous sommes, je peux dire qu'il y a la peur au ventre. Pratiquement, c'est la peur au ventre pour la population. On n'arrive pas à vendre. Des fois même, les corps à bien nous demandent de rentrer vite. Et puis, quand on même tu constates qu'il n'y a personne dans les rues, déjà la peur s'installe, on rentre à la maison. Le préfet des régions du Boukani rassure les populations et leur demande d'entretenir une franche collaboration avec les forces de l'ordre afin de freiner ce fléau. Rassurer les populations, rassurer les fonctionnaires qui aujourd'hui ont la peur dans le ventre. Certains veulent être réaffectés, certains veulent se retirer avec leur famille en attendant. Mais je voulais leur dire que la situation est sous contrôle. Nos forces de défense et de sécurité en grand nombre veilleront à ce que chaque citoyen de cette ville soit en sécurité. Pour l'heure, aucun couvre-feu n'a été décrété. Le préfet des régions de Boukani, en accord avec les autorités des forces de défense et de sécurité, ont instauré des patrouilles tous les jours entre 22h et 6h du matin afin de mettre la main sur ces individus qui ont plongé la capitale de la région de Boukani dans le désarroi. Et en attendant qu'une solution soit rapidement trouvée à ce phénomène, à Boundiali, dans la Bagoué, c'est le sport qui est mis en avant pour promouvoir le vivre ensemble. 2 équipes se sont affrontées au cours de la finale du tournoi de la municipalité, dont le trophée porte le nom de la ministre Mariatou Koné, par ailleurs députée maire de Boundiali. À partir au but, c'est le FC Bala qui l'a emporté. Le compte-rendu d'Ami Sissoko dans nos prochaines éditions. On continue de parler justement de sport et surtout de cyclisme. Le lancement officiel du Tour de Côte d'Ivoire
d'Ivoire a eu lieu hier jeudi à la Maison du handball africain, assise à Cocody-Danga, en présence du ministre des Sports. Pour l'Inclos d'en haut, cette 28e édition du Tour cycliste de Côte d'Ivoire aura lieu du 3 au 12 septembre 2022. Plusieurs localités du pays seront visitées. Salif Ouattara. 45 coureurs prendront le départ du Tour de Côte d'Ivoire 2022 le dimanche 4 septembre prochain dans la ville de Korogo. Un circuit entre Korogo et Ferkessé-Dougou constituera la première course du peloton. Cette étape cruciale mèneront le peloton de Katiola à Tahabo avant le Grand Prix de la ville d'Abidjan prévu le 11 septembre 2022 dans la ville de Grand-Bassam. 5 maillots seront mis en jeu, dont le plus important demeure le maillot jaune de leader. Un circuit détaillé présenté au ministre des Sports. Paulin-Claude Danhaut veut profiter du Tour cycliste de Côte d'Ivoire pour vendre les sites touristiques du pays et permettre à la Côte d'Ivoire de montrer tout son potentiel en termes d'investissement. Il reste encore à optimiser ce tour. Ce tour permet de remontrer la Côte d'Ivoire dans ses entrailles. Tout ce qui a été fait de beau et de grand par le président Alassane Ouattara, tous les chantiers qui sont aujourd'hui ouverts en Côte d'Ivoire, grâce à ce tour, nous pouvons les parcourir. Donc le tour a une mission de portée à la fois sociale, d'animation citoyenne, mais aussi de promotion de la Côte d'Ivoire. Créé en 1953, le Tour cycliste de Côte d'Ivoire a été longtemps interrompu entre 1999 et 2011 avant d'être relancé en 2012 sous le label de la réconciliation nationale. Et à présent, retour à Boundiali où nous disions à l'instant le sport est mis en avant pour promouvoir le vivre ensemble à travers une finale qui s'est donc déroulée dans la ville. Le compte-rendu est signé à Mississauga. FC Fala, grand vainqueur de l'édition 2022 du tournoi de la municipalité de Boundiali, doté du trophée Maria Toukone. L'équipe venue du quartier Aïdara l'emporte par un tir au but à 0 face à FC Belay au bout d'une compétition qui aura mobilisé toute la jeunesse du département. On a eu à jouer les matchs de poule, nous sommes partis à la finale, on a joué la finale sans palabres, sans discours. Il vient de Bongoaroun, puis m'ont affecté à Boundiali. C'est ma première fois d'arriver au Nord, mais je ne pense pas que je vais quitter le Nord. Ouais, j'aime beaucoup la ville de Boundiali. Tout match de football, la finale, c'est forcément un vainqueur, un perdant. Voilà, nous avons été les perdants de ce soir, mais c'est Boundiali qui gagne dans l'ensemble. Il faut avoir vraiment l'esprit fair play. Voilà, c'est lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on est unis, qu'on arrive loin. À l'initiative de ces joutes fraternelles, la députée maire Maria Toukone, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a profité de l'occasion pour exhorter la jeunesse à prendre une part active dans le développement du département, impulsé par le président de la République, Alassane Ouattara. Depuis 2018 jusqu'à maintenant, vous voyez le nombre d'entreprises en train d'être créées à Boundiali. Tout le monde ne peut pas travailler dans le bureau, mais quand les entreprises viennent, c'est les enfants de Boundiali d'abord. Donc tous ceux qui peuvent s'inscrire, inscrivez-vous et travaillez pour aider vos familles, pour vous aider vous-même. Dites non à l'oisiveté. C'est pour vous que nous faisons tout ce que nous avons à faire. On est ensemble pour développer Boundiali. Bientôt, il y a l'usine qui va s'ouvrir juste à côté, à 4 km à Tomougou. Une usine d'Anakad. C'est pour vous les jeunes de Boundiali, pour vous aider à trouver du travail. Un mois, c'est le temps qu'a duré cette compétition qui a mis aux prises 16 équipes de la ville de Boundiali. L'édition 2022 du tournoi Maria Toukone est terminée à la grande joie des populations pour qui elle a été un moment mémorable. Et félicitations aux vainqueurs de ce tournoi Wozo Vacances, l'émission de divertissement de la RTI, vous le savez, s'est achevée il y a quelques jours. Présent en salle ou connecté à vos postes téléviseurs, vous avez contribué au succès de cette énième édition. Et bien pour vous dire merci, et merci donc à certains d'entre vous téléspectateurs, l'équipe de production avec à sa tête l'animatrice Naomi Alafé ou Tata Naomi pour les enfants a décidé de faire des heureux au nom de la direction de la RTI. Visite inopinée au domicile de certains téléspectateurs, les bras chargés de cadeaux. Une façon pour les partenaires et l'équipe de production de traduire ces remerciements aux fidèles téléspectateurs de Wozo Vacances. Reportage de Serge Pacomdidi et Serge Coléa. Journée peu ordinaire à Trècheville, avenue 3, rue 17. La surprise est de taille pour la famille Thiraud. Tata Naomi visite cette cour commune qui grouille d'enfants.
L'animatrice vedette de Wozo Vacances et l'équipe de production ont été touchés par un reportage au journal télévisé de 20h du 25 août. Le reportage présente un groupe d'enfants réunis autour d'un poste télévisé à Treichville pour vivre en direct la première demi-finale dans une parfaite communion. Accompagné des partenaires de l'émission et de José Serge Amessan, le producteur exécutif délégué, Tata Naomi a exprimé le coup de cœur de la RTI. Un engouement qui démontre combien Wozo Vacances crée l'attraction. C'est une véritable grâce de Dieu d'avoir des enfants qui aiment sans rien attendre en retour, des enfants qui pendant des jours, des heures sont devant leur écran pour suivre juste un programme de la RTI. À travers ce geste, la RTI et ses sponsors veulent encore dire merci à tous les fans de Wozo et surtout un clin d'œil à ceux qui malheureusement n'ont pas eu la possibilité de nous retrouver au Palais de la Culture. La RTI et ses partenaires sont venus les bras chargés. Enfants et parents ont été gratifiés de nombreux présents. Aujourd'hui, Tata Naomi est chez nous à la maison. On est tous contents ici. On est contents d'avoir des cadeaux. Quand je vais au zoo, je suis toujours content. On ne s'entendait pas à ça en fait. Ils sont venus nous filmer, on était heureuses, on a vu la RTI chez nous. Les enfants même n'ont jamais vu Naomi. Si je vis chez eux aujourd'hui, vraiment, ça c'était un souvenir pour nous. Vraiment, on remercie RTI, Wozo. La RTI pense à tout le monde et la RTI souhaite une très belle rentrée scolaire 2022-2023 à tous les enfants du monde entier. À travers cette visite, la RTI montre sa grande proximité avec ses téléspectateurs. Les gamins et leurs mamans étaient tout heureux. Beaucoup étaient encore sous le coup de cette belle surprise. Voilà, et beaucoup d'émotions au cours de cette visite. Direction à présent la ville de Yamoussoukro, où la 7e édition de la soirée du Grand Prix Résilience et Durabilité a eu lieu. 13 lauréats issus de divers secteurs d'activité ont été distingués à la faveur de cette cérémonie. Kader Sogodogo. Siama Bamba, Grand Prix des collectivités pour la catégorie région et district. Dr Ambroise Mousso pour le Grand Prix de la société civile. Ce sont quelques lauréats de la soirée du Grand Prix Résilience et Durabilité. Une initiative de Life Builder qui vise à distinguer les hommes et les femmes qui auront marqué leur secteur d'activité en étant des modèles pour les jeunes générations. Travailleurs, gagneurs et prix de paix actifs pour le développement de l'Afrique. Cette année, ils sont au total 13 lauréats. Beaucoup croient que l'Afrique noire n'a jamais démarré. Mais je vous dis qu'il y a quelque chose qui bouillonne dans les cœurs et dans les esprits. Il y a quelque chose qui va germer. Et c'est pour arroser cette graine-là qui est enfouie dans le cœur de chaque Africain que nous, Life Builders, organisons régulièrement cette cérémonie. Nous allons continuer à célébrer les acteurs pour qu'on atteigne une masse critique de personnes, d'hommes, de femmes, qui adhèrent à ce projet de bâtir une Afrique qui gagne. Cette soirée a été également marquée par une conférence avec pour thème « Les fondements de la paix, gage pour le développement de la Côte d'Ivoire ». Conférencier Dr Ambroise Mousso, président de la fondation éponyme, a mis en avant la tolérance, l'humilité, le dialogue et le pardon comme les 4 piliers pour gagner la paix en période de réconciliation. Lorsque vous avez un cœur généreux, lorsque vous avez une âme sensible, et que vous avez un esprit de partage, il arrive un jour où les hommes vous le connaissent. Et la reconnaissance étant divine, nous disons vraiment merci à l'ONG Life Builder qui nous fait vraiment l'honneur de recevoir ce prix, que nous dédions vraiment à tous nos collaborateurs. Nous avions obtenu un prix le 24 juin dernier. Nous venons d'obtenir un ce soir. Et en tout cas le 22 décembre, nous allons obtenir un autre prix. C'est-à-dire que notre approche est appréciée par les populations et la réaction des populations nous fait bénéficier de la reconnaissance de ces organisations et même de l'État. Rendez-vous a été pris pour 2023 avec la 8e édition du Grand Prix Résilience et Durabilité. Dans l'actualité internationale au Burkina Faso, hier jeudi 1er septembre, l'heure était à la commémoration de la Journée internationale du souvenir aux victimes du terrorisme. Depuis 2015, le pays subit les assauts répétés des groupes armés. Occasion pour les familles des victimes d'essayer d'attirer l'attention du président Paul-Henri Sandaogo Damiba sur les mesures de prise en charge médicale et financière des blessés et des familles des victimes du terrorisme.
Sachez également que l'agence chargée des vols habités, les astronautes chinois de la station spatiale de Tiangong ont achevé ce vendredi sans encombre une sortie dans l'espace longue de 6 heures. Selon l'agence chargée donc des vols habités, cette sortie extravéhiculaire était la première réalisée lors de l'actuelle mission Shenzhou 14 débutée en juin et qui doit durer 6 mois. L'astronaute Shen Dong, âgé de 43 ans, et sa coéquipière Liu Yang, âgée également de 43 ans, tous deux des pilotes de l'armée, sont retournés dans la station peu après minuit, selon donc la CMSA, qui a décrit l'opération comme un succès total. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.